Salut à tous, c'est Sully Perfect Ten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de WWE King and Queen of the Ring qui s'est tenue hier en fin d'après-midi. On va reviewer tout ça dans le détail. Ma vidéo sort un petit peu plus tard que ce que je pensais, tout simplement pour des raisons de fête des mères. Et oui, c'est quand même une journée importante. Et donc j'en profite pour saluer toutes les mères de France et de Navarre. Bonne fête à toutes et embrassez bien vos mères si vous avez encore la chance d'en avoir. Voilà, ça c'était pour la petite introduction. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai pensé de ces pay-per-view? On va voir ça dans le détail. Tout d'abord, je vais faire comme d'habitude. Je vais poster le visuel du poster, le poster du pay-per-view, la note globale et un petit bilan de ce que j'en ai pensé. On va attaquer tout de suite. Je vais vous présenter donc le poster avec la note. Voici le poster. Voilà, donc j'ai donné la note de 3 étoiles et demie à ce pay-per-view. Un pay-per-view qui aura confirmé son statut attendu de pay-per-view secondaire ou bien de bichot. Les matchs oscillent globalement entre le moyen et l'assez bon, mais aucun match ne peut à mon sens être considéré comme un véritable banger. En dehors du main event, voire du Gunther Orton, les autres matchs étaient même plutôt de niveau weekly ou auraient fait l'affaire en main event de Raw ou de SmackDown. Car on n'oubliera pas aussi ici que le storytelling aura beaucoup pris de place dans ce show, avec, fait assez rare pour être souligné, 5 matchs sur 5, donc 100% des matchs dans cette carte principale, dont les finishes se seront tous fait remarquer pour diverses raisons. Même celui du countdown, de par son côté spectaculaire, pourrait aussi être signalé. Mais le fait de voir Otis, Dominique et même le comédien saoudien avoir un impact direct sur la fin de match est sans doute un peu trop à mon goût, quand bien même j'aime le storytelling. Mais sur un pay-per-view avec seulement 5 matchs sur la carte principale, je trouve le tout assez indigeste quand même. Et mis à part ces 3 interventions, on pourra aussi noter que le finish du Jax Valkyria fut fort spectaculaire et celui du Gunther Orton fort sujet à la polémique après ce botch manifeste. Bref, comme je le titrais donc sur ma vignette, dans ce pay-per-view ils auront gardé le meilleur, voire le pire pour la fin à chacun des matchs. On parlera beaucoup de ce pay-per-view pour ces fins de match, ce qui n'est peut-être pas un bon signe d'ailleurs. Et par rapport à la prévisibilité des résultats, je n'ai été surpris par aucun résultat à l'arrivée, même la victoire de Liv Morgan, que je n'avais pas pronostiqué dans ma vidéo précédente, a été un résultat que j'ai finalement adopté quelques heures avant le début du show, après moult réflexions, pour des raisons que je développerai plus tard. Un show correct dans l'ensemble, loin d'être extraordinaire, le tout dans une ambiance assez bon enfant, à tel point que l'on a même senti les Saoudiens inspirés par ce que le public français avait fait à Backlash, ce qui n'est pas une mauvaise chose. On le sentait sur les comptes de 2, à faire l'équivalent en arabe du simplement 2, en impression qu'en tout cas que c'était ce qu'il scandait, et en chantant le thème d'Orton également. Un show en tout cas que je ne qualifierais pas de filler quand même, ayant tout de même couronné un roi et une reine du ring, ainsi que titré une toute nouvelle championne du côté d'Euro. De plus, certaines histoires avancent, notamment celle du Judgment Day et de l'Alpha Academy, donc on ne peut pas dire qu'il ne se soit rien passé dans ce show, même s'il fut globalement ronronnant en termes d'in-ring, et qu'aucun match ne figurera ici au palmarès des meilleurs matchs de la VVE en 2024. On attendra davantage, je pense, de qualité in-ring lors de Clash at the Castle Scotland, avec déjà un premier match annoncé d'ailleurs entre Damien Priest et Drew McIntyre, qui est donc cleared, l'a annoncé Triple H, un match qui sera fort intéressant à suivre. Donc voilà, maintenant on va présenter, on va voir dans le détail donc toutes les notes des matchs, les notes que j'ai attribuées à ce pay-per-view. Voici le graphique. Voilà donc le match de kick-off, en tout cas maintenant il faut dire le countdown d'ailleurs. Belair, Cargill contre Hartwell et Leray, 2 étoiles 25 seulement. Liv Morgan contre Becky Lynch, 3 étoiles et demie. Bronson Reed contre Sami Zayn contre Chad Gable, 3 étoiles 75. Lyra Valkyria contre Nia Jax, 3 étoiles. Orton contre Gunther, 4 étoiles. Et enfin, pour moi le meilleur match de la soirée, Cody Rhodes contre Logan Paul, 4 étoiles et quart. Voilà, maintenant on va aller dans le détail et on va aller dans l'ordre bien sûr des matchs, et donc on va commencer par ce match qui n'était pas prévu initialement, à savoir Bianca Belair et Jade Cargill contre Indy Hartwell et Candice LeRae, 2 étoiles 25 donc pour la note,
Décidément, hein, Hartwell et Le Ray vont devenir les reines du countdown, hein, avec 2 matchs consécutifs, hein, en countdown et 2 matchs de championnat totalement immérités, hein, parce que tout simplement parce que Candice LeRae et Indy Hartwell se sont moqués de Belair, hein, après sa défaite contre Nia Jax en demi-finale, et qui était blessé. Et bon, le Candice LeRae était aussi un peu à l'origine de cette blessure d'ailleurs. Et Jade Cargill va intervenir. Et elle a dit qu'elle allait parler à Nick Aldis. Et donc voilà, match booké pour le pay-per-view 24 heures avant, génial. Et un match de championnat d'autant plus immérité qu'un Fatal 4-Way pour désigner de nouvelles challengers a eu lieu à Raw, hein, et donc Shayna Baszler et Zoey Stark ont gagné, et qu'ici, là, on a 2 filles qui gagnent un title shot sans rien faire, hein, si ce n'est en narguer la championne en coulisses, quoi. Voilà, tu nargues la championne en coulisses et tu obtiens un match de championnat. Voilà, c'est à ce moment-là, ça sert à rien de faire des number one contender match, hein. Voilà. Bon, bref, voilà, ça m'a un peu gavé, d'autant plus que ça fait 2 fois que ça arrive, hein, après donc le match en Australie. Alors autant, oui, en Australie, on pouvait passer l'éponge, parce que voilà, il y avait Indy Hartwell, mais bon, en Arabie Saoudite, hein, c'est bon, hein, on a compris, et c'est tout sauf mérité. Hein, à croire qu'il fallait à tout prix que, notamment, que Jade et Bianca figurent aussi dans le pay-per-view, hein, vu qu'on les voyait aussi dans le poster, hein, comme on peut le voir d'ailleurs actuellement. Faites un match sans titre à ce moment-là, hein, mettez pas les titres en jeu à la limite, mais faites pas ça, quoi. Mettez pas les titres en jeu, ça n'a pas de sens, et aucun mérite. Où est la compétition, où est le mérite sportif, quoi. Bref, le match en lui-même ressemble, en tout cas, au peu qu'on a déjà vu des matchs de Belair et de Cargill, hein, à savoir une Belair qui fait les 3/4 du match pour son équipe et qui fait languir le public en attendant le hot tag de Cargill. Belair avait la jambe affaiblie, hein, durant tout le tournoi Queen of the Ring, du fait donc d'un travail entrepris à la base par Candice LeRae, hein, lors du premier tour, hein, comme je le disais, et Bianca Belair vendra logiquement cette jambe, du moins essaiera de le faire, hein, car j'ai jamais été convaincu par la qualité de son selling, durant tout le tournoi d'ailleurs. C'était toujours assez approximatif, je trouve, et jamais dans le bon timing. Parfois elle s'oublie, quoi, ou alors parfois elle le fait de façon assez grossière. Bref, le selling à la jambe de Bianca, je suis pas des plus convaincus, et même en début de match d'ailleurs, même avant le début du match, elle arrive sur le ring en sautillant comme elle fait habituellement. Elle aurait pu déjà vendre sa jambe, alors ce que Randy Orton aura davantage fait, en entrant tout doucement sur le ring, avec son strap au genou, et même en coulisses, on le verra en train de regarder son genou, de se tester un petit peu. Voilà, c'est là qu'on voit les détails, mais c'est très important dans le catch quand même, hein. Bref, en tout cas, le tag de Jade Cargill se fait attendre, et son entrée aura quand même fait son petit effet, quoique son premier move est raté, hein, lors de sa big boot. Après, elle va multiplier les stinger splash dans le coin, hein. Pas une grosse prise de risque. Le springboard moonsault de Candice LeRae sur Belair n'est pas non plus des plus réussis. Belair fait le tag final. Et l'enchaînement de Bianca et de Jade, hein, avec cette wheelbarrow suplex avec propulsion des jambes par Belair comme à Backlash, hein, est plutôt cool, hein, donc c'est pas inédit, mais on l'avait déjà vu. Mais ce qui est drôle, c'est de voir aussi Jade Cargill qui tentait un saut carpé juste après, mais comme Belair lui fait un geste de la main pour dire oust, dégage-toi de là, hein, afin de faire le tomber, hein, puisqu'elle était légale, ça fait que du coup le saut carpé n'a pas pu être finalisé correctement, hein. C'était quand même un moment drôle. Je pensais à un glam slam d'ailleurs, ou un KOD pour finir le match, mais ce move à 2 aura suffi à déjà mettre un terme à ce match assez pauvre et minimaliste, sans le moindre suspense, hein, il faut quand même le reconnaître. J'arrive même pas à lui donner la moyenne, hein, ce serait trop généreux. 2 étoiles 25 pour cette croûte qu'on aura vite oubliée. Quant à Indy et Candice, on va les retrouver, hein, lors du countdown du Money in the Bank, hein, pour un nouveau match de championnat, hein, bien entendu, hein, évidemment. Allez, on va passer maintenant à la carte principale avec donc l'opener, à savoir Liv Morgan contre Becky Lynch, donc pour le Women's World Championship. 3 étoiles et demie pour la note. Une tenue alors, très particulière de la part de Becky. Je pensais, honnêtement, quand je l'ai vue en coulisses arriver, je me suis dit, ah, bon, elle est habillée, ça veut dire que ce sera pas l'opener ce match. Eh ben non, en fait c'était pour montrer qu'elle allait arriver et que c'était l'opener. Donc déjà j'étais très surpris. Une tenue qui rappelle quand même pas mal Mylène Farmer dans l'esprit, avec ce béret. C'est une tenue très masculine, un peu garçon de café en quelque sorte. Bon, je suis pas fan.
J'ai eu du mal à rentrer même dans le match, rien qu'à cause de ça, parce que c'est quand même pas une tenue de catch, il faut le reconnaître. Alors oui, on est en Arabie Saoudite certes, mais bon, les tenues des autres catcheuses ne m'auront pas autant gêné, hein, notamment tout ce qui est la tenue de l'Ira Valkyria, c'était sobre, efficace, voilà. Mais celle-là, bon, franchement, c'était vraiment très particulier. Liv Morgan, quant à elle, elle aura remis à peu de choses près la même tenue cosplay de Britney Spears, hein, qu'au Chamber 2022, hein, qui se tenait d'ailleurs au même endroit, au Jeddah Superdome. Globalement, un bon main event d'Euro, je dirais, mais un match de pay-per-view assez faiblard. Voilà, c'est un peu comme ça que je pourrais résumer le match. La construction est classique, le match est équilibré. Il y a pas mal de tentatives de tomber, hein, histoire d'avoir des near fall frissons. Les moves ne sont pas toujours très bien exécutés. Et notamment là, je rappelle Becky, là, un écrasement dans le coin, mais là, d'une mollesse pas possible. Et je trouve Morgan globalement assez limité, hein, malgré les progrès notables réalisés depuis quelques années. Ces anneaux de Saturne, hein, ces Rings of Saturn étaient plutôt cool à voir. Vu le segment du countdown, hein, on devinait aisément que Dominique passerait une tête. Il tente de faire gagner Becky en lui donnant une chaise, hein, qu'il apparaît, on le voit. Donc elle est en train de porter un disarmeur, Becky, donc elle était peut-être en train de gagner. Donc on voit qu'elle est distraite, elle regarde quelque chose. On se doute que c'était Dominique, qui est donc effectivement pour la hit, il arrive. Et donc il essaie de faire gagner Becky en lui donnant une chaise et en distrayant l'arbitre en même temps. Mais Liv Morgan est plus prompte et plante Becky sur la chaise avec un DDT avant de l'achever avec un Oblivion. Morgan devient donc la nouvelle Women's World Champion et Dominique a commis une énorme boulette. Eh bien oui, alors changement de prono de ma part, je vais expliquer. Hein. Effectivement, à la base, dans ma vidéo pronostic, mon moment au catch, pour ceux et celles qui m'ont écouté, j'avais pronostiqué la victoire de Becky, que je trouvais que c'était trop tôt pour perdre son titre, et j'y croyais pas à la victoire de Morgan. Mais j'y ai repensé, j'ai regardé un peu les cotes aussi, alors qui peuvent donner une indication, mais ça ne veut pas forcément dire à tous les coups que ça marche. Mais je voyais que les cotes étaient très serrées, ce qui me donnait l'impression que du coup que Becky était vraiment en danger. Et puis je me suis rappelé un peu de tout, quoi. Le Revenge Tour, voilà, Morgan qui est à fond dans son Revenge Tour. Morgan qui se pavane avec le titre de Rhea dans le Judgment Day. Ça, c'était la perspective que j'avais en tête, dans l'hypothèse où elle prendrait le titre. Le rapprochement avec Dominique, hein, quand même, qu'on nous tisse depuis un petit moment. Et puis Dominique qui confronte donc Morgan lors du countdown pour l'empêcher de gagner. Bah oui, ça sentait quand même la boulette ou le truc bizarre qui ferait gagner Morgan au final. Donc on sentait une fin donc qui impliquait donc Dominique et Becky qui peut perdre donc le titre. C'est pas grave pour elle en fait, elle peut perdre le titre. Voilà, elle a gagné tellement de fois. Voilà, et puis un autre élément, c'est qu'on avait quand même un peu assisté sur le fait que Becky n'avait jamais perdu contre Morgan. C'est vrai, en 3 confrontations, 3 victoires. Donc là aussi, je me suis dit, tiens, c'est peut-être là, enfin, l'occasion de donner une petite victoire à Morgan contre Becky. Donc voilà, ça faisait beaucoup d'éléments, et voilà, j'ai changé d'avis. Donc j'ai eu raison au final. Et comme je le déplorais hein, dans ma vidéo précédente, c'est bien d'avoir aussi des règnes courts. Aussi, là au Triple H, donc justement, nous habituer à des règnes fleuves, et ça permet justement de nous surprendre de temps à autre. Et moi, je trouve ça bien plus agréable. C'est ce qui donne aussi au catch tout son sel, ce côté un peu sportif justement, imprévisible, où un champion ou une championne peut avoir des moments de faiblesse et peut chuter, voilà, et avoir un règne finalement assez court, quoi. Voilà, et c'est le cas ici. Et je pense que à la base, ce titre, elle aurait pas dû l'avoir, Becky, c'est vrai, voilà, c'est parce que Rhea était blessée, elle a rendu son titre vacant, donc elle a joué un peu les parts de ceinture et a donné la ceinture à une autre personne qui, je pense, ira davantage dans la logique et la cohérence de la storyline. Elle va récupérer le titre et elle va raconter des choses avec le Judgment Day, jusqu'évidemment au retour de Rhea, où Rhea a de bonnes chances de lui reprendre le titre, et qu'on reprenne les affaires courantes finalement, là où on les avait laissées. Ça me paraît logique finalement. Hein. Moi, pour moi, je déplore pas cette prise de titre par Morgan. Et après, Asuka qui prend le titre à Bel Air, hein, un an avant, à Night of Champions 2023 en Arabie Saoudite, on nous montre à nouveau ici qu'un titre peut changer demain hein, dans ce pays, hein, aussi il faut le dire. Autant voir Morgan championne, je l'avais déjà dit, cette perspective ne m'enchante guère, car comme je l'ai déjà dit, j'ai pas aimé son règne solo
à SmackDown, et je la trouve juste bonne en mid-card et non en championne solo. Mais d'un point de vue purement, je dirais, scénaristique, comme je le disais, bah, cela me semble malgré tout intéressant, avec une perspective assez évidente, donc d'avoir Rhea qui ira reprendre son titre à Morgan d'ici quelques temps, par exemple à SummerSlam, avec pas mal de choses qui se seront passées entre temps et qui rendront Rhea plus que furieuse, hein, notamment tout ce qui se passe au sein du Judgment Day, qui devient de plus en plus un clan un peu, je dirais, de rigolo, hein, notamment Balor et McDonough, qui sont vraiment assez secondaires actuellement, un Priest qui n'arrive pas à imposer son autorité en dépit de son titre, et on sent que peut-être qu'entre Balor et Priest, il y aura peut-être un peu de jalousie du côté de Balor, ça va monter en régime. Et puis bah, évidemment Dominique qui fait un peu n'importe quoi, qui se laisse peut-être un peu manipuler et influencer par Morgan. Bref, rien ne va actuellement du côté du Judgment Day, en tout cas les choses vont de moins en moins bien, et ça va je pense aller de mal en pis, en attendant le retour de Rhea. Donc il y a un rapprochement qui va peut-être se faire entre Dom et Liv. Liv dans son Revenge Tour avait émis aussi son souhait de prendre à Rhea tout ce qu'elle aime le plus au monde, hein, ça a commencé par son titre, et bien ça pourrait aussi continuer si elle lui prend aussi Dominique, quitte à le manipuler au passage, hein, ça peut être aussi de la manipulation et pas quelque chose de totalement sincère. Bref, pour ceux comme moi qui attachent de l'importance au storyline dans le catch, bah, ce changement de titre, plutôt surprise, bah, trouve sa légitimité et donnera de l'intérêt aux weekly qui vont suivre jusqu'au début de l'été. Hein. Donc pour moi ça fait sens. Voilà, je suis pas fan donc de Morgan, surtout en tant que championne, mais voilà, j'attends quand même de voir ce que ça peut donner. Le match en lui-même il est passable, dirons-nous, sans être exceptionnel, hein, donc auquel j'ai donné un 3,5. Je n'attendrai pas grand chose de Morgan, hein, niveau in-ring, mais j'espère au moins qu'elle compensera par une personnalité affirmée et un grand sens de la manipulation et de la stratégie afin de rendre folle Rhea Ripley à distance, en attendant son retour, qui sera certainement un retour de babyface même. Et si explosion du Judgment Day doit y avoir, bah, pourrait bien Morgan en être la principale instigatrice. Hein. Et son règne ne devrait pas être, je pense, trop long, hein, du moins je l'espère, juste le temps que Ripley revienne. Hein. Et quant à Becky, bah, elle a encore des affaires à régler avec Damage Control, avec sa copine Lyra Valkyria également impliquée pour venir lui donner un coup de main. Il y aura donc des choses à raconter, même si la feud Becky Damage Control a quand même largement assez duré. J'espère donc du neuf de ce côté-là. Et pour Valkyria, bah, pourquoi pas devenir la première challengeuse de Liv Morgan du côté de Clash of the Castle, histoire d'avoir le soutien massif de tout le Royaume-Uni et des Irlandais, hein, qui seront sans doute présents en masse pour l'événement. Hein. À noter que Becky fait déjà marcher sa clause de rematch, et aura ce rematch donc à Raw demain. Parions déjà qu'elle ne gagnera pas, et que Damage Control pourrait bien en être à l'origine. Voir Dominique, une nouvelle fois. Dom a commis une première boulette, mais possible qu'à force, bah, ces boulettes favorables à Liv Morgan n'en seront plus, hein, ce qui renforcera les doutes quant à ses sentiments vers elle. Affaire à suivre. Hein. Voilà, maintenant on va passer au match suivant. Sami Zayn contre Bronson Reed contre Chad Gable pour le titre intercontinental, Triple Threat, 3 étoiles 75 pour la note. Eh bien, alors, il y a eu des choses intéressantes lors du dernier Raw. Hein, j'avais pas pu en parler à ce moment-là dans ma vidéo prono, hein, c'était la veille de Raw. Mais à Raw, il s'est passé des choses intéressantes, puisque Gable a affronté Sami Zayn, et que Otis, après avoir été pas mal mis sous pression par Gable, a fini par craquer et a donné un coup à Sami Zayn, ce qui a permis à Gable de battre Sami Zayn, hein, ce qui est quand même une grosse sensation à 5 jours du pay-per-view. Le doute était donc permis, hein, du coup, et je trouve que c'est bien joué de la part de la WWE pour le coup, puisque du coup ça redonne un peu la possibilité en tout cas de penser que Gable peut gagner avec un Otis qui a peut-être justement qui est peut-être un nouvel allié véritable pour Gable, hein, malgré ses doutes, malgré le fait qu'il assume pas totalement son geste, hein, on l'a revu aussi en backstage. Sami Zayn est quand même plutôt dans la clémence, hein, au final. Gable, bon, Otis lui révèle ça, qu'il a été voir Sami Zayn pour s'excuser, mais bon, l'autre, heureusement, bon, Gable le prend bien, il dit ah ouais, t'es en fait en train de rentrer dans sa tête, de le manipuler, de faire un peu les mecs désolés, etc. Ah bravo, hein. Là je te reconnais bien là. Allez, on va faire le taf, hein. Tu viens avec moi en Arabie Saoudite, ça va être génial. Voilà. Donc c'était bien aussi de reparler de ça, hein. C'était intéressant et important aussi pour la construction. Reed, on l'a vu vite fait par la Sami Zayn en backstage, mais je l'ai trouvé comme très secondaire dans les derniers build-up qu'on a pu voir. Ce qui me faisait définitivement penser que Reed n'avait aucune chance de gagner en tout cas. Hein. L'entrée de Sami Zayn est évidemment très attendue et forcément la pop fut d'envergure, hein, on s'y attendait. Otis est présent aussi, hein, mais pas Tozawa. Quant à Maxine,
bah on l'aura juste vu quelques secondes, hein, 10 secondes on va dire. Gable la renvoyant à peine entrer sur le stage, hein. Voilà, c'est triste. Un peu à l'image de Backlash, bah, ce match a été pas mal sublimé quand même par le public qui aura vraiment été à fond du début à la fin, et sans ce public je serais peut-être même descendu à 3,5, hein. Mais j'avais peu d'inquiétude, hein, quant à la qualité du match, et en effet la proposition d'ensemble est plutôt satisfaisante, avec des performances in ring assez solides, de beaux moments, avec le Blue Thunder Bomb, hein, de Sami Zayn sur Bronson Reed, et la Double German Suplex de Gable sur Reed et Zayn à la fois. La stipulation du Triple Threat est bien respectée, et on n'a pas la sensation qu'à Catcher fait dodo à l'extérieur pendant des heures, donc il y a vraiment une idée de triple menace véritable. On attendait évidemment tous le moment Otis, hein, celui qui allait irrémédiablement faire basculer le match. Otis porte un clothesline à Bronson Reed à l'extérieur, hein, jusque là ça reste acceptable, mais le moment le plus attendu fut celui où Gable demande à Otis de frapper Sami cette fois-ci. Otis n'y arrivera jamais au final, il n'y arrive pas, et à tel point que Sami va esquiver même la clothesline d'Otis, et Gable va tout prendre, hein. C'est bien sûr un move qu'on a vu venir à des kilomètres. Grosse pop à ce moment-là. Alors ce que j'ai trouvé ensuite assez exagéré, bah, c'était de voir ensuite Reed revenir dans le coin, toujours en titubant, alors que bon, les deux derniers coups qu'il avait reçus, à savoir la Double German Suplex de Gable et la clothesline d'Otis, avaient été portés quand même depuis déjà de longues secondes auparavant, et qu'un type comme Bronson Reed est censé tout de même encaisser ce genre d'assaut suffisamment pour vite récupérer, hein. Bon, enfin passons, hein. Là-dessus, bon, en tout cas, Reed, il se met dans le coin, d'ailleurs, grosse erreur, ne jamais rester planté dans le coin avec sa mise à de l'autre côté, hein, évidemment. Donc là, Sami va capitaliser, il va appliquer son Elbow Kick pour s'imposer sur Bronson Reed. Résultat totalement logique, hein. Sami en Arabie Saoudite, bah, c'est le nouveau Mansour, et on n'est pas prêt de le voir perdre un match là-bas. Quant au scénario, il est parfaitement logique, et c'est aussi une bonne chose que Bronson Reed ait pris le pin. C'est ce que j'avais d'ailleurs indiqué dans ma vidéo prono, j'étais plutôt parti là-dessus. Car Chad Gable, en plus, ayant battu Sami Zayn cette semaine à Raw, et n'ayant donc pas pris le pin ici, bah, il aurait toute légitimité à réclamer à nouveau un title shot, hein, que ce soit à Raw ou à Clash of the Castle. Cela permettra de faire avancer l'histoire entre Otis et Gable, ainsi que l'Alpha Academy en règle générale. Donc c'est du bon boulot de storytelling pour un match de pay-per-view très solide, auquel j'ai donc donné un 3/3. On notera que ça fait quand même 2 fois en 2 matchs que, là, dans ce pay-per-view, que la décision se fait suite à une boulette extérieure, hein. Et comme je le disais tout à l'heure, ben, on pourra beaucoup trouver à redire sur les différents finishes de ce pay-per-view, que ce soit en bien ou en mal, hein. En tout cas, j'aime bien le travail fait actuellement autour d'Otis. Voilà, personnage qui est quand même assez secondaire de manière générale, mais là, ils sont en train de bien le remettre en avant. Il est hyper over, hyper apprécié du public, c'est incroyable. Le public, voilà, il est largement vraiment derrière lui, et le moment où il va exploser, ça va être énorme. Quand il va s'en prendre à Gable, la pop va être extraordinaire, hein. Ça, on peut déjà s'y attendre. On va passer maintenant au match suivant. Lyra Valkyria contre Nia Jax. C'était donc la finale du Queen of the Ring. 3 étoiles pour la note. Bon prono du coup de ma part en demi-finale, hein, puisque à ce moment-là, lors de mes pronos, on ne connaissait pas la finale. On en était qu'au stade des demi-finales de Raw et des demi-finales de SmackDown. En tout cas, j'avais pronostiqué la victoire de Valkyria sur Io Sky, ce qui était peut-être le match le plus difficile à pronostiquer. Non seulement ça a été bien le cas, mais en plus Valkyria bat Io Sky clean, hein. Donc c'est quand même une sacrée mise en avant de sa part. Mais comme je ne voyais pas Jax perdre face à Belair en demi-finale, bah, j'avais misé sur Valkyria, histoire d'avoir le classique duel heel contre face en finale, donc j'ai eu raison. À noter que Triple H a fait une annonce importante aussi lors du kick-off de la veille, c'est que le roi et la reine du ring, qui vont être sacrés, auront un title shot au titre mondial, donc lors de leur brand respective à SummerSlam. Donc quand même c'est rare de tribuer des title shots avec 2 mois d'avance, hein. Ça c'est quand même assez rare, mais en tout cas c'est un gros cadeau. Et à noter d'ailleurs en parlant de SummerSlam, grosse annonce aussi cette semaine, SummerSlam 2026 aura lieu à Minneapolis. Bon, là-dessus il n'y a rien de spécial à dire ça, mais c'est surtout que ce sera sur 2 nuits, 1er et 2 août, hein, si je ne me trompe pas, 1er et 2 août. Donc ça c'est une grande première pour SummerSlam, donc un format WrestleMania. Alors pas l'année prochaine, mais dans 2 ans. Voilà, mais moi je suis pas contre. En plus c'est l'été, on est en vacances, tranquillou. Moi ça me va bien et ça va être cool. Et ça va permettre d'avoir beaucoup plus de matchs aussi, hein. Donc il va falloir par contre qu'il fasse un énorme boulot en termes de storyline et de build-up, hein.
Ça, va falloir aussi beaucoup travailler, hein. Donc j'attends beaucoup de ça. Voilà, ça c'est pour la parenthèse SummerSlam. Alors certes, bon, cette finale, ce fut de loin le moins bon match de toute la carte principale, mais pour les 10 minutes qu'on leur a donné, je trouve que le taf a été réalisé avec une histoire simplement racontée autour d'un, je dirais, d'un David contre Goliath ultra classique, assez similaire d'ailleurs en fin de compte à la précédente finale féminine c'était le Queen's Crown Tournament entre Zelina Vega et Doudrop, hein, en termes de physique c'est relativement semblable, avec un résultat différent par contre cette fois-ci, hein, c'est pas la petite qui a gagné là. Nia Jax domine, hein, au début ce match et se montre logiquement bien plus forte que son adversaire, puis Lyra Valkyria va revenir au courage avec de jolis moves, hein, comme son bulldog à l'extérieur du ring, ou bien son tornado DDT, joliment porté. J'étais content aussi d'ailleurs de revoir son leg drop depuis la 3e corde, car c'était son ancien finisher, là où je l'avais découverte du côté de NXT UK, hein, ça s'appelait le Peripetile à l'époque, hein, c'est un nom particulier, mais je me rappelle bien de ce finish qui était très beau esthétiquement, les ralentis sur ces Peripetile étaient incroyables, et bon, ça n'a pas suffi, hein. Jax va même s'en relever uniquement à 2, hein, c'est même pas à 2,5 mais à 2 pile quoi. Mais Nia va quand même tenter plusieurs fois son Annihilator, mais sans succès, et c'est finalement au moment où l'on s'y attend le moins qu'elle va le réaliser, à savoir sur une tentative de Sunset Flip Powerbomb de Valkyria, contrée donc par un Annihilator assez effrayant à regarder, mais bougrement efficace et spectaculaire, un finish que j'ai particulièrement vraiment apprécié, et c'est probablement même la meilleure chose que j'ai jamais vue de toute la carrière de Nia Jax, hein, c'est dire, parce que là j'ai jamais popé comme ça, réagi comme ça sur un move de Nia Jax quoi. Et c'est même je pense ouais mon finish préféré parmi tous les finishes qu'on aura vu même durant ce pay-per-view, hein, chose à laquelle je n'aurais jamais cru si on m'avait dit ça avant le pay-per-view, mais vraiment un finish très cool, très visuel, et impressionnant, et même inédit à mon sens, hein, car voilà, celui qui était surtout un spécialiste de ce move, hein, à l'époque c'était le Banzai Drop, c'était bien sûr Yokozuna. Alors je peux avoir des pertes de mémoire, mais j'ai pas de souvenir de finish de Banzai Drop porté comme ça, un peu from out of nowhere, comme ça quoi. Donc c'était vraiment très spectaculaire. Franchement bravo pour ça. Franchement elle m'a vraiment surpris, Nia Jax, il faut le reconnaître. Donc 3 étoiles, c'est la note vraiment maximale que je peux donner à cette finale, hein, mais à mon sens ils pouvaient finalement guère faire beaucoup mieux avec le peu qu'on leur a donné et en termes de temps, et le coût réalisé est double en plus, parce que non seulement Valkyria malgré la défaite aura bien paru dans ce tournoi, alors qu'elle venait tout juste de faire ses débuts dans le main roster, hein, quand même, mais aussi Nia Jax qui devient Queen of the Ring en étant assez impressionnante, hein, depuis son arrivée à SmackDown dans la draft, et avec ce finish particulièrement réussi pour devenir donc reine du ring. Et vu qu'on avait vu Jax déjà s'attaquer à Bayley, hein, lors de ses débuts à SmackDown, on sentait déjà venir le match de championnat à un moment donné entre Jax et Bayley, et ce sera sans doute pour SummerSlam, hein, si Bayley ne perd pas son titre d'ici là, hein. À noter aussi que lors du couronnement de Jax par Triple H, on a senti quand même beaucoup d'émotion du côté de Nia, quitte même à briser un peu le kayfabe l'espace d'un instant, mais ce qui était intéressant c'était de voir que dans sa promo, elle s'est très très vite reprise pour faire sa promo heel et provoquer de la hit. C'est une bonne chose et c'est assez pro de sa part, donc qu'on apprécie la catcheuse ou non, car Dieu sait que je l'ai beaucoup taclé, hein, sur ma chaîne depuis de nombreuses années, force est de constater que, et ça reste mon avis, qu'on assiste au meilleur run de sa carrière, hein, je pense, et espérons alors bien sûr qu'elle ne blesse personne, hein, c'est tout ce que je demande, hein, évidemment. Voilà, on va passer maintenant au match suivant, l'autre finale, à savoir Randy Orton contre Gunther, donc pour le King of the Ring, la finale, 4 étoiles pour la note. Alors en termes de pronostic, pareil, même remarque que par rapport à ce que j'avais mis dans ma vidéo prono, c'était les bons pronos en demi-finale. Gunther se devait, je pense, de battre Jey Uso, et je voyais mal Tamatonga passer à côté d'un Orton Gunther en finale, ça me paraissait compliqué. Le genou d'Orton était pas mal endolori avant ce match, on s'en doutait, et c'était forcément un élément sur lequel il fallait s'attarder durant la narration de cette finale, même si tout ne fut pas parfait de ce côté-là, on y reviendra. Très longue entrée, hein, d'Orton qui s'est bien fait plaisir, comme un backlash. Le public chante également donc son thème, et Orton marche à une allure plus que pachydermique, hein, et c'est pas spécialement forcément dû à son genou, hein, pour le coup. Il est strappé son genou, bon il boite pas énormément on va dire. Il y a ensuite un plan très réussi je trouve, lorsque l'on voit Orton avec les yeux rivés sur la couronne là, qui était très très près de la couronne, avec Gunther qui était en arrière-plan,
hein, comme pour signifier finalement qu'Orton est à la fois si près et si loin de devenir King of the Ring pour la première fois de sa carrière. J'ai bien aimé cette image. Le public est chaud d'entrée de jeu et on sent qu'à l'image de Sami Zayn, hein, quand les Saoudiens assistent à un match de Randy Orton, ça donne un supplément d'âme supplémentaire et ça réveille toute une arène. Ce qui m'a beaucoup surpris de manière générale donc dans ce match, c'était là que je voulais en venir, c'était de voir Gunther beaucoup travailler le bras d'Orton, alors que logiquement je m'attendais à le voir accentuer le travail sur le genou gauche endolori d'Orton. Cependant, Orton n'aura pas que le bras qui sera endolori, mais aussi son dos et sa nuque, avec une expression fort efficace de la part de Michael Cole pour résumer le tout. Bad knee, bad back, bad neck, pas facile à dire. Gunther m'aura fait quand même peur sur son premier splash de la troisième corde. Il manque de tomber, mais se ressaisit bien avant de plonger. Le deuxième splash sera en revanche esquivé par Orton, suivi d'un RKO. Le premier qu'Orton réussira dans ce match, sauf qu'il a trop mal, ce qui permet de protéger Gunther en faisant faire à Orton de tomber trop tard, à tel point que Gunther roulera intelligemment à l'extérieur. Et c'est après avoir encaissé des back souplex contre la table des commentateurs que Gunther se décide enfin à attaquer le genou gauche endolori d'Orton. Cela aura tout de même pris beaucoup de temps avant d'en arriver là. Peut-être aussi, alors on peut peut-être interpréter ça en se disant que Gunther n'avait pas besoin de blesser davantage le genou d'Orton en début de match, vu qu'il était déjà assez mal en point et qu'il valait mieux s'attaquer à d'autres zones afin de le rendre totalement vulnérable, notamment le dos ou le nuque, qui sont aussi des zones où il a été blessé aussi pas mal de fois à ce niveau-là. Il a été absent beaucoup de temps aussi à cause de ça. Mais bon, ça reste une interprétation. On ne saura jamais de toute façon. En tout cas, bien que tardif, ce travail à la jambe de Gunther fut efficace, notamment avec ce half crab, tout en pressant le dos d'Orton avec son genou, faisant là d'une pierre deux coups. Orton arrivera tout de même à placer un deuxième RKO, mais Gunther s'en dégagera tout de même. Orton alors aura très mal au genou, et Gunther en profitera derrière avec un crucifix spin pour venir s'imposer en opportuniste, une victoire assez étonnante, enfin une manière assez étonnante de la part de Gunther, et une victoire de Gunther qui paraissait inéluctable, surtout face à un Orton très diminué, et c'était le grand favori, il faut le reconnaître depuis le départ, pour gagner ce tournoi. Du coup ce résultat me paraît fort logique. Et comme je le disais dans ma vidéo précédente, je préfère largement un King of the Ring face que face. Voilà, ça me paraît davantage collé. Et de ce côté, on aura été servi donc avec Gunther et Jax respectivement couronnés. Et à nouveau, alors on pourra parler ici d'un finish qui évidemment pose beaucoup de questions, car de toute évidence, il semble botché, car on voit clairement en live que l'épaule gauche d'Orton ne touche pas le sol. Ça ressemble un peu au finish de WrestleMania 35. Entre Becky Lynch, Ronda Rousey et Charlotte, la fameuse épaule levée de Ronda. Ils ont mis ça sous le tapis à l'époque. Bon, c'était encore Vince. Là, ils ont fait ça autrement. Michael Cole d'ailleurs parle aussi d'une seule épaule à terre, il le dit en live. Et le ralenti d'ailleurs préféra remontrer le finish, mais dans un angle opposé, plutôt que de face, comme pour éviter de remontrer le botch. Cependant, il n'est pas impossible que tout cela soit prévu pour à nouveau protéger Orton dans la défaite et provoquer un rematch plus tard, mais ça reste une hypothèse. En tout cas, Byron Sexton va tout de même interroger Triple H à ce sujet, ce qui veut dire qu'il ne met au moins pas ce botch potentiel sous le tapis et préfère l'assumer et rebondir dessus comme si c'était une véritable erreur d'arbitrage, comme on le ferait en foot notamment, ce qui en soi est plutôt intelligent de leur part, si tant est que le botch soit réel, évidemment. Et d'ailleurs, pour vous reprendre un peu la réponse de Triple H à ce sujet, il disait, voilà, en revenant ici, j'ai vu exactement ce que tu as vu, en disant, il dit tu à Byron Sexton, j'ai vu ce que tout le monde a vu, j'ai vu ce dont tout le monde parle, je n'ai même pas eu l'impression qu'il y avait une controverse, j'ai juste eu l'impression que l'épaule de Randy Orton n'était pas abaissée, mais je vais dire ceci, c'est que la décision de l'arbitre est finale, Gunther est votre roi du ring. Ceci dit, surtout après ce que j'ai vu ce soir, j'ai certainement envie de revoir ça. Je pense que Randy Orton mérite d'avoir une autre chance, et si je connais bien Gunther, je pense qu'il voudra avoir une autre chance pour éliminer la controverse, pour enlever l'astérisque de la page où il est écrit King of the Ring pour lui. Je pense qu'il voudra prouver sans l'ombre d'un doute qu'il est meilleur que Randy Orton. Je pense donc, après avoir vu Randy ici, qu'il est plutôt amoché, à la fois au genou et au dos, qu'il faudra un moment ou deux avant qu'il ne soit prêt à remonter sur le ring avec Gunther, mais lorsqu'il le sera, allons-y, faisons-le. Voilà, ça c'était la réaction de Triple H. Alors, donc là, ils assument le truc, c'est bien, ils le racontent. Et c'est le côté un peu sportif, c'est bien aussi. Il y a quand même l'UFC qui marche avec VVE maintenant, donc c'est bien aussi de donner un peu ce côté imprévisible, voilà, et de rendre ça un peu sportif. Moi j'aime bien ça, c'est réaliste, c'est bien. Et même si Gunther et Orton ne sont pas
dans la même brand, bah, ils feront peut-être un rematch, qui sait, mais seul l'avenir nous dira bah, si c'était un botch véritable ou non. Je reste encore un peu dans l'expectative, même si ça ressemble davantage quand même à un botch qu'autre chose, je pense. En tout cas, la bonne réaction de Gunther lors de son interview post-match, qui va calmer vite le public, après avoir le public qui scandait des chants You Deserve It, en disant donc du coup Gunther que ce qu'il mérite ou ne mérite pas, bah, ça ne les regarde pas. Voilà, j'ai bien aimé cette punchline. On sait donc en tout cas avec 2 mois d'avance, chose rare donc que Gunther aura un match de championnat heavyweight à SummerSlam. Reste à savoir contre qui, probablement Priest ou McIntyre, on verra. Quant à l'évaluation du match, je lui ai donné un solide 4 étoiles. Le match n'est évidemment pas très spectaculaire au vu des 2 hommes, mais davantage old school, à base de travail technique et de rudesse. Le rythme est loin d'être incroyable, bien au contraire, on s'en doutait. Le public est très présent et n'attend en réalité finalement qu'un RKO d'Orton à chaque fois pour s'enflammer. Orton a mal partout et vendra plutôt bien ses blessures. J'aurais juste une critique, on va dire, sur le retard pris par Gunther pour venir s'attaquer au genou endolori d'Orton, ainsi que la globale lenteur de ce match. Mais mis à part ça catche bien, le match est bien raconté, méthodique et davantage psychologique. C'est pas le meilleur match de Gunther, loin de là, mais Orton n'est pas censé être à 100% ici, et l'on sent aussi que même sans ça, il a plus 20 ans, et que le poids des âges se fait sentir mine de rien. Le finish sera bien sûr un point à déplorer, qui à mon sens a plus de chances donc d'être un botch qu'autre chose, car si ce n'était pas un botch, je ne pense pas qu'il était nécessaire de faire un finish pareil pour protéger Orton dans la défaite. Son état physique suffisant déjà amplement à le protéger dans cette défaite. Cela reste néanmoins un assez bon match et l'un des meilleurs de ce show, à mon humble avis, bien qu'il ne figurera certainement pas dans le palmarès des meilleurs matchs de la WWE cette année. Et puis j'attends de voir ce que Gunther va proposer en tant que King of the Ring. Voilà, j'espère que ce sera des choses un peu différentes. Le rôle de Kaiser, qui va certainement peut-être annoncer Gunther comme roi du ring. Il y aura peut-être des nouvelles expressions comme, au lieu de dire ring général, il pourrait dire King Général, par exemple, ça peut être une idée. King Gunther, on l'entendra, je pense, on verra. Bref, voilà, j'attends de voir et qu'on ne s'enferme pas dans une gimmick, comme je le disais dans ma vidéo précédente. La gimmick du roi du ring, on la connaît par cœur, j'espère quelque chose de neuf. Nia Jax, je pense aussi qu'elle pourra proposer d'autres choses, ça va être aussi intéressant. Allez, on va passer maintenant au main event, le dernier match, à savoir Cody Rhodes contre Logan Paul, 4 étoiles écart pour la note, donc c'était pour le titre Undisputed. Le point américain qui a été donné par Logan Paul à Michael Cole lors du kick-off de la veille, c'était un point intéressant à signaler, puisque Paul dit qu'il va être clean dans ce match, il va pas l'utiliser, c'est ce qu'il dit, car évidemment Cody en promo avait dit en weekly que Logan Paul utilisait toujours son point américain pour s'imposer, donc ce côté un peu coward finalement. On sentait que ça aurait donc son incidence dans le déroulement de ce match, le point américain, effectivement. À noter en tout cas, ça avait été annoncé avant, que le comédien humoriste Ibrahim Al-Hajjaj était présent, en l'occurrence pour annoncer les catcheurs. Le même qui avait d'ailleurs donné un People's Elbow à Grayson Waller lors de Crown Jewel, on s'en souvient. On reparlera de lui plus tard d'ailleurs, malheureusement. Bon selling au côte de la part de Cody suite à des coups de poing répétés de Paul sur cette zone. Ce qui va d'ailleurs pousser Michael Cole à répéter, qui ne comprend pas d'ailleurs pourquoi Logan Paul, avec ses qualités de boxeur, a toujours besoin d'un point américain, c'est vrai. Et sans surprise, Logan Paul finira d'ailleurs par en récupérer un, par l'inévitable Jeff, dans le dos de l'arbitre, pendant que Cody s'en prenait à l'un de ses assistants, cueillant alors Cody en plein vol avec un coup de poing américain, à nouveau au niveau des côtes. Michael Cole, mine de rien, leur a quand même pas mal œuvré dans la narration du match, s'opposant de manière très ostensible et véhémente aux agissements de Paul, provoquant même la colère de Logan Paul, avec Corey Graves tentant d'apaiser le tout. Alors, est-ce que ça peut-être annoncer, j'y crois pas, mais un retour in ring de Corey Graves, dont on dit qu'il est killer depuis un moment, bon, ça je sais pas, ça sera peut-être juste un one-shot. En tout cas, dans ce match, il y aura quand même eu plusieurs clins d'œil. Le crossroads de Logan Paul, voilà, qui vole le finisher de son adversaire, c'est du classique. Le twisted suplex de Cody façon Dustin Rhodes, on l'oubliera pas, même Corey Graves le dira, ah tiens, on a déjà vu ça quelque part, on voit quand même que c'est l'arbre généalogique, voilà, bon, on a compris. Tentative avortée aussi de pedigree de la part de Logan Paul sur la table des commentateurs, qui était d'ailleurs précédé d'un Logan Paul Levakera, et c'est ce qu'il disait, qui a été prononcé par Logan Paul, donc une petite provocation. Le vertebreaker réussi par Cody après avoir échoué dans sa première tentative, prise que portait notamment un certain Shane Helms, et qui, on l'apprendra plus tard, a justement produit ce match.
Donc voilà, hein, ça paraît logique. One Lucky Punch aussi de Logan Paul à l'extérieur, alors que Cody préparait la table des commentateurs saoudiennes, ce qui profite à Paul pour venir placer un très beau frog splash sur Cody pour faire écrouler cette même table des commentateurs. Le tout avec un magnifique plan, hein, de la part d'un drone qui aura tout filmé à 360 degrés de façon fort esthétique, avec juste avant un crachat de sa boisson Prime qu'on pourrait à nouveau assimiler à une provocation envers Triple H. Hein. Nouveau très beau frog splash de Paul, mais cette fois-ci dans le ring, mais Cody va s'en dégager à la grande surprise de Paul. Bon acting de son côté. Le vertebreaker réussi par Cody donc se fera suite à un double bump d'arbitre, empêchant alors le tombé de se faire. On notera aussi au passage que Cody avait battu un certain Anthony Ogogo, hein, avec cette même prise, le vertebreaker, lors de Double or Nothing 2021. C'est ce que je me suis tout de suite rappelé de ça à ce moment-là, hein, ce qui m'avait beaucoup surpris d'ailleurs à l'époque, qui gagne seulement avec ça. Bon, d'ailleurs bon, faut le reconnaître, Cody quand il a battu Ogogo, ça avait quand même pas mal enterré, hein, alors que là-bas à l'époque il s'était vendu comme une menace. Enfin bref. Ça paraît loin déjà tout ça. L'arbitre étant donc du coup toujours à terre, Logan Paul va évidemment profiter avec un low blow. Il tente alors de frapper Cody avec son poing américain, mais il sera retenu par Ibrahim Al-Hajjaj, hein, ce qui va permettre à Cody de revenir et d'achever Logan Paul avec 3 crossroads, hein, soit autant qu'avec Roman Reigns, hein, ce qui était peut-être un peu exagéré d'ailleurs, bon, de battre Logan Paul avec 3 crossroads d'affilée. Hein. Roman Reigns je veux bien, mais alors Logan Paul, ça va, un seul aurait pu suffire, je pense. Hein. Bref, le résultat est peu surprenant. Il était fort peu envisageable de voir Cody déjà perdre son titre, d'autant plus après avoir éclairci la stipulation en ne mettant en jeu que son titre undisputed, hein, car si le titre US avait aussi été en jeu, j'aurais pu avoir un léger doute, tout comme si aucun des deux titres n'avait été mis en jeu. Là, j'aurais peut-être pu parier sur Paul. Sur l'évaluation du match, très franchement, ce fut le meilleur match de la soirée selon moi, ou du moins le plus complet. Le storytelling était bien distillé, les clins d'œil furent nombreux, beaucoup de choses auront été racontées autour du point américain, d'un Michael Cole très remonté, et particulièrement actif dans ce match, et des côtes aussi de Cody qui ont été endommagées, hein, narration autour de ça aussi. Logan Paul continue d'impressionner, en se montrant sacrément efficace dans un ring, montrant à nouveau, hein, de très belles choses. Son splash sur la table des commentateurs n'est certes pas inédit, mais la beauté du spot fut sublimée par le beau travail aussi de réalisation grâce au drone, hein, ce qui en aura fait un spot marquant, hein, de ce match. Le vertebreaker de Cody était aussi un joli clin d'œil, tout comme les pics à distance de Paul envers l'autre Paul, hein, à savoir Triple H. Bref, on aura été servi, ça catche bien, le heel et le face sont aisément identifiables, le public est investi, tout comme les commentateurs, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. On a donc au final une bonne histoire et un mini-event de pay-per-view de fort belle facture, même si je n'irai pas au-delà du 4 étoiles écart, hein, ce qui est déjà une bonne note en soi. Je reste plus perplexe quant au sauvetage du comédien saoudien à la fin. J'aurais à la limite préféré que ce soit Corey Graves ou Michael Cole, vu la narration du match, mais si l'on ne compte pas faire une storyline au long cours avec ça, j'imagine que l'intervention de Cole ou de Graves n'aurait pas servi à grand chose ici. Mais peut-être que s'ils avaient vendu, peut-être, on sait jamais, hein, un Corey Graves contre Logan Paul, là, on aurait peut-être pu s'attendre à quelque chose. On a opté ici pour du fanservice assez basique et facile. Je suis pas des plus emballés par ce choix, mais comme il s'agit d'un pay-per-view secondaire, on va dire que ça passe ici, et que l'histoire, au final, était de nous raconter que Logan Paul, sans son brass knuckles, a bien du mal à gagner des matchs. Hein. En tout cas, Logan Paul reste un couard, malgré ses qualités intrinsèques, mais n'en reste pas décrédibilisé pour autant et aura montré qu'il a de quoi faire un bon champion US. Et mine de rien, hein, tous ces matchs, ils sont solides, hein, et je n'ai pas encore de purge véritable à signaler de sa part, hein, ce qui est déjà incroyable, vu son peu d'expérience quand même. Hein. Et quant à Cody, on attendra avec impatience ce qu'il attend pour Clash at the Castle Scotland, car rien n'est vraiment bien clair à l'heure actuelle. Peut-être LA Knight, dont Cody avait dit qu'il le suivait du coin de l'œil, hein, ça reste à voir. Peut-être Santos Escobar, peut-être Andrade, même si c'est peut-être un peu tôt, on verra, mais il y a des adversaires qui se profilent potentiellement. Randy Orton, bon là, je pense qu'il a d'autres histoires, et puis l'Andolori, on va pas le mettre sur Cody tout de suite, je pense pas, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un petit manque de densité, et un manque d'adversaires qui peuvent te donner l'impression que Cody est en danger. Ça va être compliqué. Du coup, je pense que ça peut être une bonne idée si le futur Mister Money in the Bank se trouve du côté de SmackDown pour justement aller emmerder Cody. Parce que dans un match 1 contre 1,
je vois pas d'énormes menaces pour l'instant pour Cody, à l'heure actuelle. Ce serait peut-être plus que Randy Orton, et éventuellement Kevin Owens, mais bon, tout ça c'est des faces, quoi. Donc il faudrait aussi quand même des heals vraiment costauds qui pourraient l'emmerder, peut-être un solo Sikoa, mais il faudrait vraiment le builder très fort, parce que là il est pas à son avantage dernièrement, même si là le personnage commence à revenir, mais en termes d'in-ring, il faut le retrouver très très menaçant, peut-être que ça pourrait passer. On verra. Il y a le temps de voir ça, et c'est au booker aussi de faire le travail nécessaire pour mettre en avant les personnes et bien les booker et les rendre menaçantes et y croire peut-être que Cody peut perdre. Et un AJ Styles aussi qu'il faudra pas oublier, peut-être aussi qui a insisté pour avoir un rematch auprès de Nick Aldis, hein, il a refusé Nick Aldis. Donc là aussi, il y a peut-être aussi des choses à creuser de ce côté-là. Voilà, donc 3 quarts d'heure. Pile poil, voilà, j'en termine avec cette review du pay-per-view de King and Queen of the Ring. J'espère que ça vous plaira. Mais n'hésitez pas à indiquer en commentaire ce que vous avez pensé du show. Est-ce que vous êtes plus, je dirais, plus clément que moi ou plus critique que moi vis-à-vis de ce pay-per-view? Est-ce que vous l'avez trouvé finalement assez filler, pas si spectaculaire, pas si intéressant, peu reluisant, moins bien que Backlash? J'en sais rien, dites ce que vous voulez. Donnez des notes. Et comment vous sentez les choses pour les semaines et les mois à venir. Voilà, en tout cas, pour me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo. C'est très important pour ma visibilité, je le dis à chaque fois, mais c'est très important, c'est la vérité. En tout cas, merci de votre fidélité. Et les pay-per-view arrivent très vite actuellement, hein, c'est toutes les 3 semaines, donc on se retrouve déjà dans 2 semaines, le 9 juin, pour le prochain morceau catch, le 30e numéro, et on parlera bien sûr des pronostics de Clash at the Castle Scotland, voilà, qui promet d'être quand même, je pense, encore bien plus intéressant que le King and Queen of the Ring, je le pense. Voilà, donc on se retrouve déjà dans 2 semaines, portez-vous bien, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch, et zéro miedo. Ciao à tous.